Bonjour. Aujourd'hui, nous allons, dans cette vidéoconférence, traiter le thème de comment soutenir l'organisme avec les pierres et cristaux. Autrement dit, comment retrouver force et vitalité en particulier. Alors évidemment, chaque type de constitution a des points faibles et des points forts. Donc dans un premier temps, nous allons aborder comment renforcer l'organisme, en particulier pour les organismes faibles au départ, des constitutions plus fragiles, plus faibles. Ensuite, nous examinerons un deuxième point qui est la vitalité physique, qui ne dépend pas que de la constitution, mais de l'énergie également. Et ensuite, nous aborderons les organes en particulier, comment soutenir l'énergie des organes avec les pierres qui leur correspondent, les organes et les fonctions de l'organisme. Alors évidemment, comme je le disais en introduction, il y a des organismes plus faibles et des organismes plus solides. En général, ce sont des organismes plus minéralisés, plus riches en minéraux. Une structure massive, plus petite, trapue, est une constitution plus forte. Alors les orientaux utilisent les termes de yin et yang, on dirait une constitution plus yang, alors qu'une constitution plus longiligne, avec des os fins et plus longs, sera plus sensible et plus fragile. Et pourra présenter souvent un déficit en minéraux, beaucoup plus facilement. Alors parlons du premier cas de figure, comment renforcer un organisme fragile ou faible, ou en période de convalescence, ou après par exemple une grossesse où il y a eu une forte perte en minéraux. Dans les minéraux, ce sont surtout les minéraux riches en fer qui vont avoir un effet de renforcement, de structuration et également d'ancrage. Alors le fer a une fonction bien connue dans l'organisme, notamment au niveau du sang, puisque c'est lui qui constitue le noyau sur lequel va se fixer l'oxygène. Nous appelons ça, les scientifiques appellent le M, cette structure sur laquelle va se fixer l'oxygène, qui est constituée donc de fer. Et curieusement, vous verrez tout à l'heure qu'il y a une pierre qui porte le même nom, pratiquement l'hématite. Et les globules rouges, comme vous le savez, s'appellent les hématies. Donc le fer. Ce fer peut se présenter sous deux formes différentes. Une première forme qui est l'oxyde de fer, dans les pierres sous forme d'oxyde de fer, et une deuxième forme qui est le sulfure de fer, dont les pierres composées de sulfure de fer. Cette deuxième forme, le sulfure de fer, a l'inconvénient d'être plus fragile. Notamment, elle va craindre l'humidité. Évidemment, le fer au contact de l'air, surtout quand il y a humidité, va rouiller, mais ça ne détériore pas l'énergie. Par contre, des pierres riches en sulfure de fer, si elles prennent l'humidité, peuvent se détériorer. Et nous allons en voir quelques-unes. Nous avons ici une pierre relativement connue qui est la pyrite. Donc la pyrite est une pierre riche en fer, c'est un sulfure de fer, qui appartient au système cubique. On peut voir d'ailleurs ici un cristal naturel de pyrite. C'est un cube qui n'a pas été façonné. Il se trouve dans la nature sous cette forme, dans une gangue en général calcaire. Voici une autre forme de pyrite, sous forme de petits cristaux cubiques, mais beaucoup plus petits. Ce ne sont pas des cubes uniques. Et voici une troisième forme de pyrite qui, cette fois, s'est déposée en spirale sur de la marne noire. Et enfin, une quatrième forme de pyrite qui nous vient des États-Unis, c'est la pyrite soleil. Donc cette pyrite soleil s'est formée, écrasée, prise entre deux roches dures, et elle a poussé donc en forme de soleil, une forme plate de disque, et c'est pour ça d'ailleurs d'où le nom de pyrite soleil. Alors la pyrite
sera intéressante chaque fois qu'on a besoin de structuration. Ça peut être dans notre organisation matérielle, mais au niveau de l'organisme, ce qui nous concerne ici, ça sera une pierre qui correspond au plexus solaire. Et notamment, dans sa forme plate ici de disque plat, qui est la pyrite soleil, elle pourra être posée sur le plexus solaire quand il y a l'énergie qui reste contractée, qui n'arrive pas à se dispatcher. Donc c'est un petit peu comme un rayon de soleil qui, partant du centre, va rayonner l'énergie vers la périphérie. Une deuxième pierre, très proche de la pyrite et que l'on peut parfois confondre de par sa couleur, c'est la marcassite. La marcassite est également un bisulfure de fer. Alors vous avez ici un exemple de nodule de marcassite. La marcassite est une pierre extrêmement dense, encore plus dense que la pyrite. Si on la prend dans la main, on sent un très grand poids. Donc voici à l'intérieur la structure d'une marcassite qui a été coupée en deux. Vous voyez ces rayons, là aussi, qui partent du centre de la pierre vers la périphérie, un petit peu à la manière d'un soleil. La marcassite a une énergie très voisine de la pyrite. Nous venons de voir les sulfures de fer. Je vais maintenant vous parler des oxydes de fer. Alors l'oxyde de fer le plus connu, c'est l'hématite que vous avez ici. Voici une hématite sous forme de cristal. On voit bien les lamelles du cristal naturel. Et voici une hématite sous forme de pierre roulée. La pierre a été travaillée et polie dans des tonneaux avec une poudre abrasive. Évidemment, chaque fois que c'est possible, la pierre sous forme de cristal sera plus puissante. Maintenant, parfois, pour des raisons pratiques, on peut être amené à choisir la pierre roulée parce qu'elle est plus plate et qu'elle va moins accrocher les vêtements. Une autre pierre qui appartient également à la famille des oxydes de fer, c'est la magnétite. Alors au niveau visuel, la magnétite se distingue très peu de l'hématite, surtout une fois qu'elle est roulée. En fait, la magnétite, c'est l'élément naturel. Donc la différence surtout avec l'hématite, c'est qu'elle est magnétique. Elle va attirer la limaille de fer ou même une épingle assez fine. À l'état brut, cette pierre est très difficile à utiliser parce qu'elle présente beaucoup de poussière en surface et des sortes de poils, et même une fois lavé, immédiatement il se reforme. Donc nous allons l'utiliser principalement sous forme de pierre roulée. Hématite et magnétique ont une teneur en fer très élevée, voisine de 70%. Une autre pierre qui contient également de l'oxyde de fer, c'est les moquis. Alors, voici un moquis, un nodule. Les moquis viennent des États-Unis et vous avez le module tel qu'on le trouve dans la nature. À l'intérieur de ce nodule, on peut voir, si on le coupe en deux, qu'il y a une croûte d'hématite, autrement dit une croûte de fer assez fine, de quelques millimètres, et au centre, un noyau de grès. Donc évidemment, en proportion, en comparaison avec les pierres précédentes, le moquis a une teneur en fer bien moindre, vous le comprenez. Alors maintenant, je vais vous parler de pierres qui sont très spectaculaires et qu'on appelle les bogies. Voici une paire de bogies à l'état naturel. Vous constatez qu'il y a deux éléments différents, bien qu'il s'agisse de la même formation. Une pierre plate et ronde, moins volumineuse, avec des microcristaux qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les bogies appartiennent au système cubique. Et une pierre en général plus épaisse et plus volumineuse, avec des cristaux cubiques apparents. Les bogies viennent également des États-Unis, c'est une marque déposée. Donc évidemment, il est très important, si on fait l'acquisition de bogies, d'avoir un certificat d'authenticité
qui est un certificat jaune avec le tampon de l'État du Kansas. Et les bogies s'utilisent dans les mains, comme ceci. Dans la main gauche, je prends le bogie rugueux qui présente les aspérités, qu'on appelle en général le bogie mâle, bien que bien entendu, il n'y a pas de sexe chez les minéraux. Et le bogie plat dans la main droite, comme ceci. Évidemment, on peut fermer les mains. Alors, ceci est valable pour les droitiers. Pour les gauchers, on peut inverser. Et pour les personnes qui ne connaissent pas leur polarité, eh bien, il faudra faire un essai. Alors, quel est l'intérêt des bogies par rapport aux autres pierres? Eh bien, les bogies ont un intérêt multiple. Tout d'abord, le fait de les utiliser par paire permet un échange d'énergie. C'est l'équilibre yin-yang. Donc, ils vont générer une circulation d'énergie, ce qui n'est pas le cas si vous prenez deux hématites ou deux mokis. La différence de potentiel entre le mâle et la femelle va permettre à l'énergie de circuler, va activer l'énergie. Ça, c'est déjà le premier effet. Donc, s'il y a des blocages d'énergie dans l'organisme, ces blocages vont pouvoir être libérés. Le deuxième effet, qui est dû à leur composition, c'est un effet de recentrage. Donc, les bogies vont recentrer l'énergie quand elle est trop dispersée, et en particulier au niveau des corps subtils. Donc, ils vont remettre en place les corps subtils par rapport au corps physique, ce qu'on appelle couramment l'aura. Et parfois, cette aura comporte des lésions ou des trous ou des zones floues, et les bogies vont recolmater cette énergie, ils vont reconstruire les corps subtils, et en particulier le corps éthérique qui crée une protection pour le corps physique et qui lui donne sa vitalité. Donc les bogies seront extrêmement utiles, à la fois pour le rééquilibrage énergétique, mais aussi pour renforcer l'énergie, pour la recentrer. Nous allons maintenant aborder une autre catégorie de pierres, qui sont les pierres qui vont redonner de la vitalité physique. Donc dans le domaine des minéraux, les pierres qui apportent cette énergie physique, de vitalité de base, ce sont les pierres rouges. Donc nous avons un certain nombre de pierres rouges que nous allons examiner. Alors tout d'abord, il y a une pierre qui va faire un petit peu la jonction entre les pierres riches en fer et les pierres rouges. C'est l'œil de fer. L'œil de fer que vous avez ici, en fait, est un mélange de trois pierres différentes. L'hématite, dont on peut voir les traces rouges, l'hématite, pardon, qui présente des traces grises, qui est la pierre que nous avons vue précédemment, le jaspe rouge, qui lui présente des bandes rouges, des petites traces rouges, et enfin, souvent en quantité moindre, l'œil de fer, qui présente ces petits filaments jaunes. Donc cette pierre, évidemment, qui combine les propriétés de trois pierres, a à la fois un effet de renforcement et de vitalité. C'est une pierre qu'il sera très utile d'avoir à la poche si on a à faire une marche en montagne, une épreuve d'endurance, où on a besoin de force physique, en particulier dans les jambes. Une autre pierre qui va également agir au même niveau, de la vitalité, en particulier dans le bas du corps et dans les jambes, c'est le jaspe rouge. Le jaspe rouge aura plus de dynamisme que l'œil de fer, mais évidemment, il aura moins de fer, car il n'aura pas d'hématite. Donc, il pourra donner de la force et du dynamisme dans les jambes, notamment pour les gens qui sont sportifs, qui vont faire de la randonnée, des marches en montagne, de l'alpinisme ou des épreuves d'endurance. Cet effet va surtout se produire au niveau des jambes. Une autre pierre qui est bien connue, c'est le grenat. Alors vous remarquez que le grenat a une couleur beaucoup plus sombre par rapport au jaspe.
C'est une couleur un peu rouge sang. Voici un grenat en forme de cristal et voici un grenat qui a été poli. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser sous forme de cristal ou en poli. En forme de cristal, évidemment, on a la forme originelle qui n'a pas été retouchée, donc c'est un avantage. Mais parfois, le polissage permet de mieux voir la couleur, surtout quand il s'agit de pierres relativement fines. Et à ce moment-là, pour une personne qui est sensible à la couleur, elle préférera peut-être choisir une pierre roulée, mais de meilleure qualité. Le grenat donne une énergie plus intériorisée, moins qui circule dans l'organisme, plus interne. C'est pourquoi il est souvent associé à l'énergie sexuelle, qui est plus intériorisée. Une autre pierre très connue parmi les pierres rouges, c'est le rubis. Alors le rubis, bien évidemment, est connu en bijouterie. Vous avez ici un rubis à l'état de cristal naturel. On voit sa forme d'hexagone plat. Et ici, un rubis roulé. Celui-ci vient de Madagascar, celui-ci d'Inde. Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser l'un ou l'autre. On pourrait dire qu'à qualité égale, il est préférable de garder la structure naturelle, mais parfois, quand la qualité n'est pas disponible, on peut avoir un rubis qui est roulé, qui est de meilleure qualité, et auquel cas, ça sera intéressant de garder le rubis roulé. Nous avons ici une autre pierre très proche du rubis, qui est également une pierre de vitalité physique et qui va correspondre au premier chakra. Je n'avais pas établi la correspondance jusqu'à présent, mais les pierres rouges correspondent également au premier chakra. C'est la spinelle rouge. Alors vous avez ici un très beau cristal de spinelle rouge. C'est une pierre qui, en tout cas au niveau de la bijouterie, est très très belle et moins chère que le rubis. Mais curieusement, elle est difficile à trouver parce que moins connue. En général, la spinelle vient des pays du sud-est asiatique, notamment la Birmanie. Il y en a également un petit peu en Tanzanie. Et enfin, deux autres pierres qui sont dans les couleurs rouge orangé et qui sont des pierres de forte vitalité. La cinzite, qui est un des rares minéraux à avoir une forte teneur en zinc. Et vous savez peut-être que le zinc est spécifique de l'activité sexuelle. Donc, la cinzite sera très intéressante pour renforcer la libido. Et une autre pierre, enfin, qui est la hyacinthe. Alors, la hyacinthe appartient à la famille du zircon. C'est le zircon de couleur rouge. Évidemment, il est très difficile d'avoir des hyacinthes de couleur rouge, c'est extrêmement rare et cher, donc souvent elles sont légèrement orangées, à peine rougeâtres, et c'est déjà une très bonne qualité qui peut nous satisfaire. Et puisque je viens de parler du zircon, de la famille des zircons, je vais vous montrer un zircon à l'état brut, qui lui n'est pas de la hyacinthe, vous voyez il est beaucoup moins rougeâtre ou moins orangé, mais il est brun. Et le zircon a une particularité très intéressante. C'est la pierre la plus ancienne sur notre planète. Et oui, le zircon date de 4,4 milliards d'années. Donc vous imaginez l'ancienneté et l'impact que peut avoir cette pierre sur nos cellules. Il y a la mémoire de la planète qui est contenue dans cette pierre. Alors le zircon a une propriété spécifique qui est de renforcer le système immunitaire. Autrefois, quand il y avait des épidémies de peste et de choléra, dans les pays de l'Est, dans certaines officines, en particulier dans des pays comme la Pologne, on portait un zircon pour se protéger et pour renforcer le système immunitaire. Bien, nous allons maintenant
parler d'une autre catégorie de pierres, qui sont les pierres vertes. Alors, vous savez que la couleur verte est une couleur d'équilibre. Ceci est vrai au niveau de la planète, puisque la végétation est une couche intermédiaire entre la couleur ocre, rougeâtre de la terre et le bleu de l'azur. Dans l'organisme, au niveau du système des chakras, le chakra intermédiaire, qui est le chakra du cœur, est associé également à la couleur verte. Les 3 chakras du bas sont dans les couleurs rouge, orange et jaune, et les 3 chakras du haut dans les couleurs bleu et violet. Donc, le vert est également la couleur de la guérison. C'est la couleur de l'équilibre et de la guérison. Donc, il n'est pas étonnant de rencontrer, quand on parle des soins pour l'organisme, un grand nombre de pierres de couleur verte. Une de ces pierres, connue depuis l'Antiquité et que l'on trouve assez facilement dans nos magasins, c'est la malachite. La malachite est cette pierre qui a une forte teneur en cuivre et qui a ces magnifiques dessins, on peut le voir surtout dans le disque plat, ici, qui présente des zones d'ombre et de lumière avec ces nuances de vert. C'est une très belle pierre et qui est très efficace, en particulier pour tous les problèmes d'origine inflammatoire. Étant riche en cuivre, le cuivre est un élément important en cas de maladie inflammatoire. Donc, on va utiliser la malachite posée sur le corps quand il y a inflammation. Ça peut être des poussées de rhumatisme, ça peut être des tendinites, ça peut être des douleurs diverses, ça peut être même des douleurs musculaires. La malachite a un effet d'apaiser, d'absorber les douleurs. Elle réussit en particulier très bien aux personnes âgées. Une autre pierre très connue et prestigieuse, qui fait partie des pierres vertes, c'est le jade. Alors, il y a 2 variétés de jade, 2 principales variétés, le jade jadéite et le jade néphrite. Nous avons ici la variété de jade néphrite. Le jade néphrite vient en particulier des pays froids, la Russie et le Canada, British Columbia. Donc voici un jade qui a été légèrement poli, et voici un jade qui a été taillé en forme de donut. Alors, cette forme de pie, ou de donut en anglais, a un avantage très intéressant. Elle peut être portée, bien sûr, avec un cordon en pendentif, mais elle peut aussi être facilement scotchée sur la peau. Par exemple, au niveau des reins, pour le jade. Le jade est la pierre qui correspond aux reins et au bas du dos. Ceci est connu depuis l'Antiquité. Donc, en cas de faiblesse rénale, il sera très facile, avec de l'adhésif microporeux, de fixer au niveau lombaire, au bas des reins par exemple, au bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, un pis en jade néphrite. Et on peut le garder même jour et nuit, il tiendra très bien. Évidemment, on peut faire la même chose avec la malachite dont j'ai parlé précédemment sur la zone douloureuse. Une autre pierre très connue et prestigieuse, il s'agit de l'émeraude. Alors l'émeraude est une pierre évidemment que l'on peut trouver en différentes qualités, depuis la qualité la plus ordinaire bon marché jusqu'à du très très haut de gamme. Voici une qualité intermédiaire, mais qui est déjà de bonne qualité pour une pierre roulée et suffisante pour des soins à l'organisme. Alors l'émeraude est typiquement une pierre de régénération. Elle était utilisée classiquement autrefois, à la fois pour les yeux, pour les maladies des yeux, pour régénérer les yeux, en particulier pour éviter les infections. Elle était également utilisée pour renforcer le cœur et le système respiratoire, donc le système circulatoire et respiratoire. Une autre pierre verte ici, beaucoup moins connue, qui s'appelle la dioptase, qui est également une pierre riche en cuivre. La dioptase est utilisée en particulier en cas d'hypertension. Nous verrons tout à l'heure, quand nous parlerons des organes, des pierres qui peuvent aider en cas d'hypertension.
Nous allons voir maintenant les correspondances entre les pierres et les différents organes. Alors, nous avons bien sûr le système digestif. Voilà, nous allons commencer ici par le système digestif. Alors, voici deux pierres qui pourront être très utiles pour la digestion, en particulier au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac. La citrine naturelle. Voici une citrine polie. Il sera plus facile souvent d'utiliser une citrine polie plate au niveau de l'estomac qu'une citrine brute qui peut être un peu plus anguleuse. Donc dans ce cas, on n'utilise pas la citrine chauffée, qui est de l'améthyste chauffé, mais celle qui est naturelle. Pour une personne qui a de fortes tensions au niveau du plexus solaire, ce qui peut bloquer la digestion, on va plutôt utiliser une calcite orange, car elle sera beaucoup plus douce et elle va permettre de détendre le plexus solaire. Au niveau du système digestif, plutôt duodénum et intestin, une pierre qui est recommandée souvent, c'est le péridot. Donc le péridot est un mélange de jaune et de vert. Il est plutôt verdâtre, mais avec quelques nuances de jaune. Et on l'appelle également chrysolite ou encore olivine. Bien. Maintenant, le foie. Donc une pierre qui correspond bien au foie, c'est la varicite. La varicite est une pierre assez douce qui ressemble à la turquoise. Vous avez ici une varicite à l'état brut. Donc souvent, elle présente un petit peu de calcaire. Elle est difficile à trouver. Et c'est une pierre qui est, bien que pas très chère, à peu près beaucoup plus rare que la turquoise. Ici, vous avez une varicite roulée. Et enfin, au centre, une varicite en forme de pie ou donut. Vous remarquez que celui-ci est d'excellente qualité. Là encore, si l'organe le permet, le supporte, ce n'est pas toujours le cas parce que le foie est sensible et parfois, en cas de maladie de foie comme une hépatite, il va être très difficile de poser une pierre au contact du foie, mais cette pierre peut être portée en pendentif. Voici une varicite de très belle qualité. Enfin, une pierre qui correspond au pancréas et donc au métabolisme du sucre, la blende. Vous avez ici un morceau de blende à l'état brut. Cette pierre provient d'Espagne. C'est un autre oxyde de zinc. Je vous parlais tout à l'heure de la zincite. Il y a très peu de pierres qui contiennent du zinc. La blende fait partie des très rares pierres qui ont une forte teneur en zinc. Donc elle pourra être utile également pour l'activité sexuelle. Nous allons voir maintenant les pierres qui correspondent davantage au haut du corps, poumon, cœur. Alors, nous avons ici de la turquoise, une pierre très connue qui était en particulier très utilisée par les Amérindiens puisque la grande majorité des turquoises proviennent des États-Unis, bien qu'il y en ait également en Chine et au Tibet, mais les plus belles turquoises et les plus grandes exploitations de turquoises sont dans les États des États-Unis. Donc c'est la pierre des Amérindiens. C'est une pierre de soin très efficace. Elle absorbe notamment la maladie, la pollution, la douleur. Mais évidemment, cela a un inconvénient. C'est que cette pierre absorbant la douleur et la pollution, elle va se charger et elle peut facilement perdre sa couleur et son énergie. C'est pourquoi il y a une pratique extrêmement courante avec la turquoise, c'est de la stabiliser. Pour la rendre plus dure et plus résistante, on la plonge dans une résine chimique qui va imprégner la pierre. Malheureusement, cette technique
si elle a des avantages pour l'esthétique et pour la bijouterie et pour travailler la pierre, vous le comprenez, va bloquer une grande partie de l'énergie de la pierre. Aussi, pour des soins, est-il important d'avoir de la turquoise entièrement naturelle. Et ceci est très rare. Donc vous avez ici de la turquoise naturelle, une variété qui s'appelle Sleeping Beauty, beauté dormante, et qui vient d'Arizona. C'est une très belle turquoise, très réputée. Malheureusement, la mine vient de fermer l'été dernier, donc on ne trouvera plus cette variété de turquoise. Donc vous avez ici la turquoise à l'état brut et ici polie. Donc la turquoise polie est un peu plus solide, un peu plus résistante, et la turquoise à l'état brut va absorber. La turquoise est une pierre qui correspond bien aux poumons et aux voies respiratoires supérieures. On peut également l'utiliser au niveau de la gorge et de la thyroïde. Évidemment, elle peut être placée sur d'autres régions du corps éventuellement pour des douleurs, hein, car elle va soulager, elle va absorber. C'est également une pierre riche en cuivre, moins que la malachite, mais elle a une petite proportion, donc elle peut aider l'énergie à circuler. Une autre pierre, également très connue, l'aigue marine. Alors l'aigue marine est une pierre beaucoup plus dure et moins fragile que la turquoise. L'aigue marine est une pierre d'énergie froide, donc elle va être utile en cas d'inflammation pour abaisser la température du corps. Notamment, ça peut être pour des inflammations au niveau des poumons, au niveau des bronches. Voilà pour l'aigue marine. Une autre pierre qui agit au niveau de la même sphère, en particulier la sphère cardiaque, c'est l'aventurine. L'aventurine sera très utile en cas de palpitation, de tachycardie. Dans ce cas, la meilleure méthode est de la porter sous forme de donut. Donc vous avez ici une aventurine de couleur plate en forme de donut ou de pie. Vous en avez une ici de couleur plus foncée et son effet, son efficacité va être renforcée si cette pierre est associée avec le quartz rose. Donc les deux pierres appartiennent à la famille du quartz, mais quand on associe le quartz vert, l'aventurine et le quartz rose, ces deux pierres vont agir à la fois au niveau physique et au niveau émotionnel, ce qui, évidemment, pour des problèmes de palpitation, va augmenter l'efficacité. Car vous comprenez bien que les émotions ont également un impact sur le physique, et vice-versa. Une autre pierre ici, intéressante, c'est la chalcédoine bleue. Cette pierre va agir au niveau de la thyroïde. Donc, les problèmes de thyroïde, évidemment, sont un handicap et la thyroïde, quand elle ne fonctionne pas correctement, peut générer des baisses d'énergie très importantes au niveau de la vitalité physique. Donc, il est important d'avoir une thyroïde qui fonctionne bien. Donc là, vous avez une chalcédoine bleue. Au passage, on peut signaler que cette pierre est aussi la pierre des orateurs, traditionnellement. Donc si vous avez à vous exprimer, vous pouvez également porter une chalcédoine bleue. Toujours sous la forme de donut ou de pie que l'on peut porter avec un cordon. Dans ce cas, évidemment, on va la porter près de la gorge. Et si on a une pierre plate comme ceci, on peut la porter la nuit scotchée. Évidemment, dans la journée, il est difficile de se promener avec une pierre scotchée sur la thyroïde. Nous allons voir maintenant d'autres fonctions dont nous n'avons pas parlé, notamment la fonction musculaire. Au niveau des muscles, il y a deux pierres qui peuvent être utiles, la calcite verte notamment, et la dolomite. Donc pour les sportifs ou pour les personnes qui ont besoin de récupérer, qui font des efforts musculaires, ces deux pierres peuvent être placées dans la poche ou portées sur soi. Au niveau de la recalcification de l'organisme ou de la croissance, et en particulier donc pour les enfants et les adolescents, la calcite, qui est riche en calcium, la dolomite et la fluorite seront des pierres intéressantes. On peut d'ailleurs leur associer du cristal de roche,
puisque la silice peut être l'état précurseur du calcium. C'est une bonne association. Et enfin, et nous terminerons par là, pour les problèmes spécifiquement féminins, gynécologiques ou autres, ou concernant le système hormonal, deux pierres sont très intéressantes. La chrysocole, qui est un bon harmonisant au niveau hormonal, et la pierre de lune, qui est également typique des problèmes féminins. Notamment pour les problèmes liés à la fécondité, il est très utile d'associer une cornaline orange et une pierre de lune. À ce moment-là, on peut les associer en donut en plaçant la cornaline en forme de pie en dessous et la pierre de lune par-dessus. Voilà, je crois que nous avons fait le tour un petit peu des différentes fonctions de l'organisme. Ces pierres pourront vous aider donc à retrouver de la vitalité et à soutenir les organes qui en ont besoin. Et vous pouvez bien sûr les porter sur vous. Vous pouvez en associer 2 ou 3 parfois dans une pochette, par exemple pour la recalcification, ou vous pouvez les porter en pendentif et les fixer avec du sparadrap microporeux sur l'organe qui en a besoin ou sur la zone qui a besoin de soins. Bonne pratique.